Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast New Work qui a été lancé en collaboration entre l'ARSEG et Au et qui a pour objectif d'aller explorer toutes les évolutions du futur du travail, du futur de l'environnement de travail, de la réflexion sur la stratégie jusqu'à l'opérationnel, le mobilier et bien sûr l'architecture. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Maxime, le fondateur de Bluedigo. Euh, Enchanté Maxime, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous faire l'honneur de nous présenter globalement qui tu es, d'où tu viens et surtout qu'est-ce que c'est Bluedigo? Avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle Maxime Baffer, j'ai 45 ans. J'ai créé donc Bluedigo il y a 3 ans et avant ça j'ai travaillé pendant pratiquement 12 ans chez Publicis où notamment je me suis occupé de l'organisation du salon Vivatech pendant de 2016 à 2019. Et en fait quand j'étais chez Publicis on déménageait assez souvent. C'est un groupe qui a une politique de croissance externe très dynamique, donc on était sans cesse en train de reconfigurer l'immobilier. Et je me suis rendu compte à cette occasion que chaque fois qu'on déménageait, en fait, on mettait à la benne la quasi-totalité du mobilier des lieux qu'on quittait, pour plein de raisons, parce que les services généraux étaient plutôt focalisés sur le point d'arrivée, parce que il y avait la crainte de devoir payer des pénalités si les immeubles n'étaient pas vidés. Et du coup, il y avait du mobilier qui était en parfait état, qui avait été très bien entretenu, qui était souvent de grandes marques et qui finissait à la benne. Et je trouvais que c'était un gâchis assez important, aussi bien sur un plan environnemental, bien sûr, mais aussi sur un plan économique, parce que ce mobilier, il a encore une valeur. Et en creusant, je me suis rendu compte que c'était vraiment une pratique qui était très courante sur le marché, et il y avait une facilité finalement lors de nombreux déménagements à ce que parfois des tours entières remplies de mobilier terminent dans une benne. Donc je me suis dit qu'il y avait un peu une opportunité là-dessus, et en creusant, et c'est autour de cette idée que j'ai lancé Bluedigo en juillet 2019. Ok, donc vraiment t'es arrivé un an avant la crise du Covid qui du coup j'imagine dû bien secouer les choses aussi à ce niveau-là. Oui, alors en fait, on a commencé à être opérationnel à l'automne 2019. On avait un petit début de décollage de traction. Et c'est vrai qu'on s'est pris sur la figure, comme tout le monde, l'épidémie et la fermeture des bureaux en mars 2020. Euh, Ça a été une période très très hard, mais je dirais à partir du moment où ça a commencé à réouvrir, nous tout de suite on a pu reprendre la croissance et reprendre notre développement. On a senti de plus en plus d'intérêt pour nos solutions, notamment parce que je dirais l'urgence environnementale n'a pas faibli et la prise de conscience a plutôt augmenté. Avec je dirais ce qui a aussi beaucoup changé, c'est le fait que auparavant l'envie d'avoir quelque chose qui soit éco-responsable, c'était surtout quelque chose qui venait des collaborateurs, des équipes. Et ce qui a changé maintenant depuis 1 an et demi à peu près, c'est que c'est aussi des objectifs qui sont pris au niveau de l'entreprise, au niveau des COMEX, des comités de direction, et qui ensuite s'appliquent à tous les services, y compris les directions immobilières, les directions de l'environnement de travail. Donc du coup, ça nous a permis de considérablement à continuer notre développement, et ce qui aurait pu être quelque chose de fatal, qui était la crise du Covid et son impact sur les bureaux, finalement, comme on a réussi à survivre, ça nous porte plutôt aujourd'hui, quoi. Ok, c'est d'autant plus intéressant parce que de ce que j'ai cru comprendre, vous avez vraiment une activité mobilier reconditionné, etc. Mais vous avez aussi déployé une activité qui était très liée à l'équipement des télétravailleurs. Exactement. En fait, on a continué sur notre activité d'aménagement d'espaces de travail, et puis on a lancé un nouveau produit puisqu'on a vu le besoin pour les entreprises d'être capables d'équiper en masse leurs salariés pour le télétravail à la maison. Donc, on a lancé un produit qui s'appelle le Pass Remote, et qui permet à des salariés de choisir dans un catalogue. Il y a à peu près 250 références avec du mobilier, bien sûr, un peu d'électronique d'appoint, des produits ergonomiques comme des repose-pieds, des repose-poignets. Et on travaille par exemple avec Accenture France là-dessus, avec la MGEN. Donc on a déjà plusieurs milliers de salariés qui ont été équipés avec cette solution. Donc ça nous permet aussi de répondre un peu à deux problématiques de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec mes bureaux et qu'est-ce que je fais par rapport au télétravail.
Ouais, qui sont les deux gros enjeux assez classiques qu'on entend quasi toutes les semaines. Et c'est marrant parce que finalement, même un an après la crise, on est encore sur les mêmes problématiques. On n'a pas forcément trouvé de solution. Typiquement, tout à l'heure, on parlait justement de ces enjeux du mobilier reconditionné, etc. Et je compte pas moi le nombre de clients ou en tout cas de partenaires avec qui je peux parler qui déploient des workplaces et qui, au final, au moment de livrer, se retrouvent dans des problématiques de produits qui sont pas arrivés parce que en même temps qu'il y a une crise économique, qu'il y a eu une crise sanitaire, on se retrouve sur une crise des matières premières. Et j'imagine que ça aussi c'est un enjeu qui pour le coup est d'autant plus important pour le développement du mobilier reconditionné. Oui, alors ça a été un peu un phénomène qui est lié à la conjoncture, mais c'est vrai qu'il commence à être de plus en plus aigu. Aujourd'hui, la difficulté pour s'approvisionner en matières premières sur le mobilier neuf, les délais, ça fait que pour acheter du mobilier neuf, il y a souvent 8, 12, parfois 16 semaines de délai. C'est vrai que nous, l'avantage, c'est que le mobilier reconditionné, il est dans nos stocks et on est capable de le livrer plus vite que ça. Et donc, on a vu plusieurs clients qui, je pense, n'auraient peut-être pas forcément envisagé de passer par du mobilier de seconde main, mais qui sont venus nous voir parce que leur déménagement était dans 4 semaines, 6 semaines, et ils se rendaient compte qu'ils n'auraient pas les produits à temps. Donc, c'est vrai que ça, c'est un élément qui permet de sensibiliser au mobilier reconditionné. De même que la hausse des prix qu'on subit en ce moment, c'est aussi un élément qui, je pense, va aiguillonner nos clients, quoi. Ouais, d'autant plus intéressant parce que au final, quand aujourd'hui tu vas concevoir un espace de travail, quelle est la vision même un peu plus long terme que toi tu as de cette évolution du mobilier reconditionné? Est-ce que c'est demain tous les bureaux doivent être aménagés à 100% avec du reconditionné? Est-ce que ça doit être un mélange de reconditionné et de neuf? Dans quelle proportion? Comment est-ce que tu imagines ça dans l'évolution? Alors, en fait, le point de départ, et c'est la raison pour laquelle ça me paraissait intéressant de se lancer dans ce secteur-là, c'est que le mobilier, quand c'est de la grande marque, quand c'est de la qualité, il est facilement fait pour durer 20 ans, 30 ans, là où les entreprises, en général, elles aiment bien changer tous les 5 ans, peut-être un peu plus long, etc. Mais du coup, je dirais, le mobilier de qualité, il est fait pour durer et pour avoir plusieurs vies. Nous, on n'est pas du tout sur une logique de dire il faut faire du 100% reconditionné ou l'idée, c'est plutôt je pense, de réfléchir selon les espaces, selon la disponibilité. Par exemple, en reconditionné, tu vas très facilement trouver des benches, tu vas très facilement trouver des chaises de bureau, puisque ça, il y a beaucoup de rotation et donc ça se trouve. Mais en revanche, c'est vrai que pour tout ce qui est les espaces de convivialité, les espaces de restauration, là, ça peut être plus compliqué. Ce qu'on peut avoir en reconditionné, c'est pas forcément au goût du jour. Donc nous, moi, ce que je vois en fait pour l'avenir, c'est vraiment un mélange des deux. En fait, finalement, c'est une sorte d'hybridation, mais aussi sur le choix du mobilier et se dire finalement sur les espaces de flex office où les gens vont rester peut-être 2 jours, 3 jours par semaine, qui vont avoir des taux d'occupation avec le télétravail qui sont beaucoup plus faibles, on peut prendre du mobilier reconditionné qui est solide, qui est propre, assez classique. Et sur la partie plutôt espace de convivialité, les choses qui font un peu signature, qui font un peu l'identité, là on peut aller chercher des choses plus design, plus des choses de mobilier neuf plus récents. Voilà, nous on a vraiment orienté notre offre là-dessus. Et 75% de nos ventes, c'est du reconditionné et 25% c'est du neuf. Alors c'est du neuf éco-conçu et made in France. Donc ça c'est très important pour nous de travailler avec les acteurs de la filière et notamment tous ceux qui font l'effort de réfléchir sur comment produire de façon éco-responsable. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un mélange des deux. Je pense que n'importe quelle entreprise aujourd'hui, elle doit se dire bon d'abord qu'est-ce que je garde dans le mobilier actuellement, parce qu'il n'y a pas besoin de forcément tout mettre à la benne et tout jeter. Deuxièmement, voir ce qui peut exister en termes de reconditionné pour avoir un peu la base puis les éléments classiques. Et puis troisièmement, réfléchir sur qu'est-ce qui va faire un peu plus l'identité, un peu plus l'effet waouh. Et là, ça peut être plus du neuf, mais aussi de la peinture, de la décoration, etc. Ok. Et donc du coup, sur cette boucle-là, j'imagine que tu t'entoures aussi de marques qui font déjà du mobilier neuf, justement pour être capable de fournir une offre clé en main avec tous les éléments, que ce soit du reconditionné, du neuf, etc.
Exactement. Nous, on a une vingtaine de partenaires dans le mobilier neuf avec lequel on travaille, qui vont de grands professionnels de type Eurosite, du type Bureaunomique, qui sont made in France tous les deux, et puis aussi des nouvelles marques qui produisent en France et essayent de réfléchir vraiment sur la partie éco-conception. C'est des gens comme Maximum Mobilier, comme Sleen, comme Louis Bureau, etc. Ok. C'est d'autant plus intéressant parce que, enfin, au-delà même de l'aspect économique assez direct, il y a vraiment une vraie empreinte éco-responsable. Et enfin, je sais que c'est un sujet qui est d'autant plus important aujourd'hui. Euh, pour revenir un petit peu en arrière, il y a une question qu'on a l'habitude de poser et il y a pas mal de keywords que j'ai repérés dans les mots que tu utilisais, qu'on a beaucoup entendu sur ce podcast déjà. Si toi aujourd'hui tu devais décrire le futur du travail, en tout cas le futur et même des espaces de travail, avec un seul mot, comment quel mot est-ce que tu choisirais? Moi, je crois que je choisirais vraiment hybride. C'est pas très original, mais ça correspond pour moi vraiment à la réalité. Je pense que le temps des sièges qui sont un peu des cathédrales, qui sont des démonstrations de force, c'est un peu terminé. Et le sujet, ça va plutôt être essayer de faire vivre l'entreprise avec des salariés qui peuvent être chez eux, qui peuvent être dans des locaux de l'entreprise, qui peuvent être dans des tiers-lieux, dans des espaces de coworking. Donc, c'est pour moi un peu la mise en musique de tout ça qui va un peu déterminer l'avenir. C'est intéressant parce qu'en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que dans à peu près tous les domaines qui sont des sous-ensembles de la workplace, on se retrouve avec une notion d'hybridation qui permet in fine de juste coller un peu plus proche à des besoins réels, plutôt que de se dire c'est du tout blanc ou du tout noir. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de nuances. Et j'imagine que dans ton sujet, vu qu'il est hyper transversal, puisque ça va toucher à de l'économie, ça va toucher à de l'environnement, peut-être que ça va toucher à d'autres domaines même, ça doit être d'autant plus important de pouvoir avoir des curseurs sur lesquels jouer face à tes directions, en tout cas auxquelles tu vas être amené à parler. Oui, puis je pense vraiment qu'on va vers beaucoup plus de diversité dans les modèles et dans les organisations de workplace. Avec, je dirais aujourd'hui, il y a quand même un peu un modèle sur auquel tout le monde fait un peu en tête pour ce que doit être le siège d'une entreprise. Et de plus en plus, il va y avoir des modèles différents. Il va y avoir du full remote. Il va y avoir des gens qui veulent avoir au contraire beaucoup plus leurs collaborateurs au bureau, mais du coup qui vont être dans une logique beaucoup plus de service et d'accueil quand ils sont au bureau. Nous, on a eu, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de voir que, y compris dans des gens, dans des secteurs très traditionnels comme les mutuelles par exemple, leurs plans pour le télétravail sont hyper ambitieux. Et ils envisagent vraiment d'aller assez loin là-dedans. Et ça s'explique parce que c'est des gens qui ont des collaborateurs assez stables, qui sont là depuis longtemps, qui connaissent leur travail, donc il n'y a pas forcément besoin de présence pour contrôler, pour suivre, etc. Mais ça m'a vraiment montré que la pérennisation du télétravail, son amplification, c'était pas uniquement pour les startups, etc. Mais c'est un sujet qui vraiment traverse tous les secteurs et chaque entreprise finalement va avoir un peu sa solution à elle, quoi. Et d'ailleurs, justement, comment est-ce que tu vois ça dans l'aménagement en tant que tel de l'environnement de travail? J'entends de plus en plus, par exemple, que on fait la part belle à du travail collaboratif, puisque la production, elle peut être faite à la maison, par exemple. Est-ce que toi, ça a aussi fait évoluer ta façon même d'aménager l'espace, en tout cas de le réfléchir? Oui, je pense que nous, ce qu'on voit vraiment nettement, c'est d'abord un peu une généralisation du flex office, en qui est un peu le pendant du développement du télétravail. Donc, je dirais les espaces de travail postés sont un peu tous maintenant mis en flex office. Et par contre, c'est vrai que les entreprises apportent de plus en plus d'attention aux espaces communs, aux espaces de restauration, aux salles de réunion, aux salles de créativité. Pour moi, c'est vraiment ça qui va être un peu le différenciateur dans beaucoup d'espaces aujourd'hui. Ouais, d'où l'intérêt, j'imagine, aussi de pouvoir renouveler ces espaces, puisque c'est de la collaboration, etc., et d'avoir cette latitude pour apporter du renouveau, puisque bon, le bench, j'ai envie de dire, c'est quand même la chose sur laquelle on travaille une bonne partie du temps, certes, mais c'est assez classique. Alors que pour le coup, la salle de réunion, les petits canapés, tous les espaces informels, c'est ceux qui ont cet impact visuel fort et sur lesquels on a envie un peu de renouveler, comme quand on se dit à la maison, au changement de saison, bon, j'ai envie de déplacer ma commode de place, j'ai envie de changer mon Ouais, canapé, etc., justement pour apporter ce renouveau. Et c'est là aussi où toi, tu peux avoir une solution qui fait sens d'un point de vue environnemental et économique. ouais, exactement.
Non, non, je pense qu'il y a cette tendance-là se renforce de plus en plus et dans une logique où les entreprises veulent quand même faire un peu revenir leurs salariés au bureau, même si le télétravail reste en place. Les gens veulent venir au bureau pour parler avec d'autres, pour le côté social vraiment de la chose, quoi. C'est ça qui est important. Et du coup, on essaye de construire des lieux qui répondent à ce besoin. Et du coup, d'un point de vue mobilier, est-ce que tu as une idée des chiffres globalement? Par exemple, je voyais, justement, tu parlais de Slim tout à l'heure, il y a quelques semaines, je voyais un post du CEO Martin qui disait qu'environ 50 porte-avions de mobilier étaient jetés par an. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as une vision sur l'évolution de tout ça, sur l'impact que ça peut avoir, par exemple, par rapport à du bureau d'occasion, bureau neuf? Comment est-ce que les chiffres sont impactés pour que peut-être des directeurs d'environnement de travail ou autres qui n'ont pas forcément encore eu l'occasion de se pencher sur ce sujet aient une idée des ratios qu'on peut observer grâce au reconditionné? En fait, alors sur les chiffres, je pense que oui, je sais pas combien de porte-avions ça représente, mais je crois qu'il y a à peu près 100 000 tonnes de mobilier qui sont jetées chaque année. En fait, après il y a plusieurs évaluations qui sont possibles, mais c'est de cet ordre de grandeur-là, donc c'est absolument gigantesque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce mobilier qui est mis à la benne, aujourd'hui, il y a moins de 3% de réemploi. Donc la quasi-totalité va être soit recyclée pour une petite partie, soit incinérée, donc avec un impact direct sur du CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Et puis pour équiper les nouveaux bureaux, ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles matières premières qui sont extraites ou récolter du carbone pour fabriquer, pour transporter, etc. Donc de ce point de vue-là, le réemploi, c'est vraiment la solution qui est la plus intéressante d'un point de vue écologique. Parce qu'en fait, nous, on fait un nettoyage à fond, on s'assure vraiment que le nouveau mobilier est bien en état, mais il y a très peu de dépenses et de carbone supplémentaires qui sont rajoutés dans le processus. C'est marrant parce que moi, c'est un sujet que sur la partie électronique, je traite beaucoup. Je pense qu'on a les problématiques un petit peu similaires du bon vieux j'achète et puis je jette à la poubelle et je rachète une nouvelle version et puis du coup l'électronique se retrouve dans un coin du monde à bas coût à être un peu mal utilisé, voire pas utilisé Alors en du tout. plus, moi je dirais, si tu veux, ce qui est intéressant pour le mobilier, c'est qu'il n'y a pas d'obsolescence technologique. Parce que Ouais. ce qui est compliqué sur l'électronique, c'est que la technologie s'améliore et du coup, c'est vrai que si tu as un écran qui a 3 ans, 4 ans, ça peut éventuellement, il peut y avoir des sujets, pas toujours et ça se traite, mais il peut y avoir ces sujets sur une table, sur un bench, sur une chaise de bureau. On n'a pas du tout ce problème-là, donc c'est pour ça que pour moi le mobilier de bureau en particulier, ça se prête vraiment bien au réemploi et à la seconde main. Ouais, parce que le sujet sur lequel j'en venais, c'est que nous, on observe beaucoup aujourd'hui que même si on parle de recyclage, une grande partie des choses qui sont recyclées, elles sont totalement viables et totalement fonctionnelles. Et il faut pas oublier que le recyclage, c'est un processus qui crée du carbone aussi. Il n'est pas anodin. Et du coup, c'est là aussi où j'imagine il y a une grande force du réemploi, parce que quand tu dis qu'une entreprise jette tout son mobilier, enfin comme tu as pu le voir dans tes expériences précédentes, j'imagine qu'il y a un gros pourcentage de ça qui est totalement viable et qui conviendrait à plein de gens. Et donc du coup, ça crée encore plus un truc de réaction en chaîne. Finalement, il y a énormément de mobilier qui est jeté, il y a une bonne partie qui est viable, mais c'est tant pis, on finit par l'incinérer, on la recycle mal, et donc l'impact carbone est vachement multiplié puisqu'on en rachète in fine. Bah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un gaspillage qui est énorme et nous, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de réduire ce gaspillage-là, parce qu'en plus, il y a c'est vraiment possible. Enfin, il y a pas les sujets de justement de version, de technologie. Ce qui est juste important, c'est d'arriver à, à convaincre que c'est du matériel qui peut être directement fonctionnel dans les entreprises. Et donc, tout à l'heure, on a parlé en termes d'impact. Il y avait un impact qui était pour le coup assez direct sur des coûts de l'économie. Est-ce que tu as un ratio en termes d'économie sur du mobilier reconditionné par rapport à du mobilier neuf?
Alors ça dépend beaucoup ça dépend beaucoup des entreprises parce que il y a des entreprises qui ont des pouvoirs de négociation énormes, les plus grandes. Donc c'est vrai que là l'écart entre le neuf et le reconditionné est pas forcément spectaculaire, mais nous en moyenne par rapport à un prix catalogue, on est autour de 50% moins cher en fait. Donc Ce qui est énormissime. oui, ce qui est absolument énorme. En fait, on fait des packs avec une chaise ergonomique d'occasion et un bureau d'occasion. Enfin, ça peut être un bureau, ça peut être un bench, etc. Et on a un prix de base qui est à 280 €. On essaye de faire des packs là-dessus aussi pour simplifier l'achat pour nos clients. Donc, c'est très intéressant et ça peut être des chaises avec, il peut y avoir du Human Scale, du Herman Miller, des chaises vraiment de très très bonne qualité, quoi. Ok, et du coup, j'imagine que tout ça, ça peut aussi être pour l'entreprise un moyen de communiquer sur leurs engagements en termes de responsabilité sociétale, environnementale. Est-ce que ça a aussi un impact sur la marque employeur, in fine, ou l'attractivité sur le marché de l'emploi, par exemple? Bah je pense quoi. Je pense que de plus en plus, quand même, on voit que les entreprises, les collaborateurs et surtout les nouveaux arrivants, les derniers embauchés sont extrêmement sensibles sur ces sujets-là. Nous, on a développé avec un cabinet de conseil une méthodologie, donc on est capable de dire à peu près pour du mobilier reconditionné ce que ça représente en matières premières évitées et en CO2 aussi évitées. Donc ça donne des éléments de quantification. On a un diplôme qu'on remet à nos clients une fois l'opération réalisée. Mais je pense que clairement, le fait de faire, je pense que les salariés sont maintenant choqués quand on leur dit que le mobilier va terminer à la benne dans leur entreprise, et inversement, surtout dans un moment où ils viennent moins au bureau et puis ils n'ont plus forcément un bureau attribué avec un espace à eux, etc. Se dire que c'est du mobilier d'occasion qui est en parfait état, ça pose aucun problème, quoi. Ouais, au contraire, en même temps, j'imagine que pour certaines entreprises, ça peut même être un sacré vecteur d'engagement. J'ai Clairement. tellement d'anecdotes qu'on a pu voir, nous, sur certaines entreprises où tu as des collaborateurs entiers, une majorité des collaborateurs qui se sont soulevés parce que ils avaient mis en place des claviers sans fil, par exemple, et c'était les collaborateurs eux-mêmes qui avaient fait blocus en disant, bah non, enfin, on consomme des piles, c'est énormissime. Et c'est intéressant de voir aussi le pouvoir que peuvent avoir les collaborateurs dans ce genre de décision, encore plus quand ça a un aspect qui devient presque politique. Mais ce qui est assez fou, c'est que je me dis, in fine, la réalité de pourquoi du conditionné plutôt, enfin du reconditionné plutôt que du neuf, elle semble assez évidente. Aujourd'hui, on commence à la comprendre encore plus, comme tu le disais, sur du mobilier sur lequel il y a peu d'obsolescence. Mais pourquoi est-ce que tout le monde n'y est pas encore? Pourquoi est-ce que c'est pas finalement le réflexe de base? Je pense que en fait, il y a une transition à faire entre deux mondes. Et aujourd'hui, si tu veux acheter du mobilier neuf, c'est très facile. Il y a des très très grandes marques qui existent, des distributeurs qui existent. Tu sais exactement comment ça va se passer. Je pense qu'il y a vraiment une question de d'apprentissage aussi du côté des clients. Quand tu es directeur d'environnement de travail, que tu as un gros projet, t'as pas forcément envie de prendre le risque de te dire est-ce que je vais prendre du reconditionné, comment ça va être, je connais pas, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable. Donc c'est pour ça que nous vraiment avec Bluedigo, on essaye de lever ces craintes par rapport au reconditionné, d'expliquer que ça peut être une vraie alternative au mobilier neuf, de façon à rassurer. C'est plus pour moi un sujet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, tentés. Après il y a la crainte que ça se passe pas bien, que ce soit pas à la hauteur de ce qu'ils souhaitent et tout. Donc c'est tout un travail d'apprentissage, d'éducation qu'on essaye de mener avec nos clients et puis à travers notre communication, etc. Oui, parce qu'au final, on pourrait presque se dire que dans certains cas, les entreprises, elles pourraient le faire elles-mêmes, alors qu'en fait, la quantité d'efforts à mettre, elle est folle, puisque si je comprends bien, dans toute l'approche que vous avez, c'est pas seulement le mobilier, c'est aussi toute l'approche conseil en amont, conception, et aussi la prise en charge de tout cet aspect logistique qui, pour le coup, lui, doit prendre un temps qui est assez faramineux. Oui, alors en fait c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est différent. Donc c'est une autre façon de faire, puisque nous en général, par exemple, le mobilier il est monté, il est pas démonté, donc c'est d'autres contraintes pour le transporter, etc. Mais globalement, en fait, nous on essaye d'assurer vraiment la totalité de la chaîne depuis la conception, le space planning jusqu'à l'installation, le service après-vente, etc. Justement pour assurer
pour assurer nos clients et pour qu'ils soient véritablement accompagnés là-dessus. On essaye aussi de développer notre catalogue, d'avoir un stock qui soit assez important pour répondre à des demandes et éviter le fait qu'on on soit pas capable de proposer ce que le client attend. Donc pour moi, c'est vraiment une question de transition entre des habitudes qui sont très ancrées et une facilité, et des nouvelles habitudes à faire prendre aux entreprises, quoi. Donc du coup, tu as aussi, j'imagine, un vrai rôle de marketing, presque d'évangélisation pour faire connaître ça, ou en tout cas faire connaître les bienfaits, etc. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont mises en place, je sais pas, par l'ADEME par exemple, par des organisations qui poussent, qu'elles soient législatives ou autres, à l'usage du réemploi ou en tout cas à une diminution de l'empreinte carbone qui est liée au mobilier? Alors, il y a une grosse avancée qui a été la loi AGEC avec les marchés publics, en fait, puisque désormais la loi impose que tous les acheteurs publics achètent au moins 20% de mobilier reconditionné dans tous leurs achats. C'est pas quelque chose qui est très contraignant, il n'y a pas vraiment de sanctions, donc je pense que ça va venir progressivement, mais on commence déjà à le sentir. On a énormément d'appels de collectivités locales, de facs, de services de l'État, etc., qui veulent savoir un peu comment s'y prendre. Ça va monter en puissance, je pense, dans les prochaines années. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que ça va faire un peu tache d'huile auprès aussi des entreprises privées qui vont tout un peu se dire, mais finalement, pourquoi ne pas essayer moi aussi de faire du reconditionné, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, il y a vraiment on est vraiment dans cette phase de la courbe où on sent que c'est en train de prendre en termes de puissance, mais on a encore ce gros rôle de finalement d'éducation du marché euh, à les pousser, quoi. Est-ce que aujourd'hui d'ailleurs il y a des actions qui sont entreprises même par des associations, des choses comme ça pour adresser ce sujet en tout cas ou sensibiliser? Alors nous, par exemple, juste pour revenir juste une seconde, nous, par exemple, un de nos gros sujets, c'est d'arriver à faire des récupérations de mobilier sur des grandes quantités, de façon à pouvoir derrière en proposer aussi des grandes quantités et lever ce qui est Ok. souvent un des principaux freins par rapport à la seconde main, c'est il va pas y avoir des grandes quantités. Du coup, ça va être une espèce de patchwork, ce sera pas satisfaisant. Euh, donc nous, on essaye vraiment de se placer dans une situation où on est capable de fournir plusieurs centaines de bureaux identiques, plusieurs centaines de chaises identiques. On l'a fait par exemple à l'agence France Presse pour leur siège place de la Bourse à Paris. On essaye vraiment de se dire, se placer, lever cette idée reçue par rapport au reconditionné, de se dire c'est pas forcément pour les petits espaces, c'est pas forcément pour des petits bureaux ou des petits trucs, mais ça peut être vraiment ça peut vraiment accompagner un projet de changement et de transformation des espaces beaucoup plus important. Au niveau des associations qui font, je pense que la partie immobilier est moins active que toute la partie électronique sur tous ces sujets-là de reconditionner, mais c'est en train de venir, et nous on voit de plus en plus d'intérêt d'acteurs très différents. J'ai parlé du public, mais on a aussi des grandes entreprises privées, des startups, des scale-up, etc. Donc le pli est en train de se prendre, quoi. Ouais, bah, moi je le vois même de façon complètement externe. Toi, tu dois être forcément dans le flot d'informations, mais je pense que c'est la dernière année, que ce soit sur des événements workplace ou des événements même d'ameublement. J'ai vu de plus en plus de conférences sur ce sujet, sur justement de l'ameublement français ou autre, qui en tout cas essayaient de sensibiliser au Made in France, mais aussi à l'origine et au cycle de vie des produits. Et je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, je vois le temps qui court. Mais si aujourd'hui un directeur d'environnement de travail, par exemple, ou un directeur des achats regarde cet épisode-là et a envie d'en savoir plus, comment est-ce qu'il peut se renseigner? Est-ce que il peut directement venir auprès de tes équipes? Est-ce qu'il y a du contenu que vous postez quelque part sur des blogs, des choses comme ça, pour commencer déjà à rentrer dans le sujet? Ouais, nous on est très actifs sur LinkedIn, donc on met pas mal d'informations là-dessus. Et sinon, le mieux c'est d'aller voir notre site et puis de nous contacter, et on se fera un plaisir ensuite de présenter notre activité, le mobilier qu'on peut avoir en stock à ce moment-là, etc. Ok. Bah écoute, j'espère que en tout cas ça aura pu déjà un petit peu ouvrir les écoutilles à certaines personnes et que
on va aller vers un mieux à tous les niveaux en termes de conception d'environnement de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un sujet qui est très complexe d'un point de vue environnemental, encore plus avec les évolutions de la workplace qu'on commence à avoir, avec des espaces qui ont besoin d'évoluer de plus en plus vite. Je pense que ça va devenir un sujet qui va être primordial. Je mettrai en fin d'épisode toutes les informations pour pouvoir te contacter, mais aussi aller se retourner vers tes équipes s'il y a des sujets particuliers. Merci infiniment pour ton Eh ben, temps merci aujourd'hui, beaucoup. c'était parfait. Beaucoup de sens et surtout beaucoup d'informations qui, je pense, permettront de remettre les curseurs aux bons endroits, et en tout cas d'essayer au moins de considérer ces choses-là. Donc, merci encore. Je te souhaite une incroyable journée et puis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt.